Bien, on a dit que la francophonie avait un rapport difficile avec l'argent. Je pense qu'elle a un rapport difficile avec le temps aussi. Alors, c'est comme si la francophonie avait l'éternité devant elle, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, nous voici confrontés à une difficulté terrible. Il nous reste deux ateliers et presque pas de temps. Alors, je vais être très bref. Le titre du colloque, je le rappelle, parce que c'est ça qui devrait conditionner chacune des interventions. La francophonie, quel projet pour quel avenir? Et dans ce cadre-là, sous question, est-ce que la construction d'un espace médiatique commun joue un rôle important ou non dans ce projet d'avenir? Est-ce que c'est possible, un projet d'espace médiatique commun? Comment? Et pour traiter cette question, on a deux personnes. Odile Conseil, qui a été rédactrice en chef de Courrier International. C'est l'exemple d'un journal extraordinaire qui permet de lire en français ce qu'on ne lirait pas autrement et qui est en difficulté à tel point que Mme Conseil a été licenciée de Courrier International. Mais je crois qu'elle est très bien placée pour nous parler de cette expérience qui, à mon avis, est l'une des plus prometteuses, que moi j'ai citée souvent en exemple, et qui pourrait tirer des leçons pour la possibilité ou non d'un espace médiatique commun en francophonie. Je lui donne la parole et après on passera à M. Rio. Merci Jean. Donc, juste une précision, c'est que mon point de vue est un point de vue franco-centré. Autant que vous le sachiez, je parle en tant que journaliste française. Le premier constat, c'est que l'espace médiatique commun aujourd'hui n'existe pas. Dans les rédactions, en tout cas dans les rédactions en France, dans les rédactions des journaux, la francophonie est un sujet qui n'intéresse pas. On considère d'ailleurs que ce n'est pas un sujet, que, pour le dire un peu trop vite, c'est comme l'Europe, c'est comme l'Union européenne, ça ennuie le lecteur. Donc on ne traite pas, et encore l'Union européenne a la chance d'avoir, comme on l'a déjà dit, des institutions, un parlement, des élections qui font que de temps en temps, on est quand même un peu forcé de se pencher sur la question. Alors on sait que la francophonie c'est important, qu'il y a des enjeux, mais ça fait bâiller tout le monde, et on le traite quand il y a un sommet. Alors quand il y a un sommet, on le traite, mais pas sur des questions d'enjeux, de projets, sur la question de savoir qui remplacera le secrétaire général, qui sera le prochain secrétaire général. Et là, les spéculations vont bon train. Donc, l'intérêt des journalistes s'éveille un petit peu. Alors, pourquoi la francophonie est-elle si peu un sujet ? D'une part, parce que quand on l'écrit avec un grand F, elle est une institution, et que, un peu par définition, l'information institutionnelle n'intéresse pas les journalistes, parce qu'ils pensent peut-être à juste titre que ça n'intéressera pas les lecteurs. D'autre part, quand on l'écrit, disons, avec un petit f, la francophonie, l'espace francophone, n'a pas de réalité ou n'a pas de sens ou ne semble pas en avoir, parce que la francophonie n'a pas, pour reprendre une expression à la mode, mais qui est plus qu'une expression, qui est une injonction, elle n'a pas d'histoire à raconter. On exige aujourd'hui que tout, même une bouteille de vin, de champagne, ait une histoire à raconter. Alors, quelle histoire a-t-elle à raconter la francophonie? Aucune. Ou alors une histoire qui est faite pour bonne part de colonialisme et d'asservissement. Au-delà de la communication, au-delà des histoires à raconter, quel sens a la francophonie? Quel sens a la francophonie quand des Africains issus de pays francophones se voient parqués derrière des barbelés aux portes de l'Europe, quand ils se voient enfermés dans des camps de rétention, quand ils se voient refoulés, quand on vient arrêter lors d'une sortie scolaire ou devant une école un enfant pour le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît même pas, dont il ne vient même pas. Certes, le sans-papier francophone peut protester en français, c'est toujours très bien. Certes, le sans-papier francophone peut comprendre que quand on le met dehors à coups de pied dans le derrière, ce n'est pas une expulsion brutale, mais c'est un éloignement forcé, comme le dit une circulaire en date du 11 mars dernier. Quel sens a la francophonie, pardon d'insister, mais quand des artistes invités à un festival en France se voient refuser un visa au consulat, quand des participants aux Jeux de la francophonie ne peuvent pas se rendre à Nice, c'est arrivé en septembre dernier, parce qu'on leur a refusé un visa, c'est arrivé pour mémoire à des athlètes du Congo, de RDC, de Centrafrique. Quelle image, quelle envie la francophonie, et en espèce surtout la France, qui est à la fois le socle et peut-être le premier fossoyeur de la francophonie, peut-elle bien susciter? Donc il est clair que dans les médias français, la francophonie est traitée avec un rien de mépris,
Je voudrais juste vous citer un exemple à cet égard. C'est un article du Canard enchaîné daté du 4 juin dernier. C'est très révélateur. Première phrase. L'Élysée a enfin trouvé un point de chute à la hauteur des souhaits et surtout des ambitions de Bertrand Delanoë. C'est un article qui suggère que Bertrand Delanoë pourrait être le prochain secrétaire général de l'EIF. Donc c'est l'Élysée qui décide. Tenez-vous-le pour dit. Et fin de cet article. Franchement, comme maison de retraite de luxe, Hollande ne pouvait trouver mieux pour le camarade Delanoë. La francophonie est donc une maison de retraite de luxe, en tout cas pour le Canard enchaîné, tenons-nous-le pour dit également. Bon, c'est à peu près vrai, ce point de vue assez cynique sur la francophonie, je pense qu'il est assez largement partagé dans la presse française. À Courrier International, où j'ai travaillé donc pendant 22 ans, nous n'avons jamais fait, dans mon souvenir, ni un dossier, ni une une sur la francophonie. La question a été soulevée à plusieurs reprises, elle est tout aussi vite retombée, faute sans doute de trouver des articles dans tous les pays concernés, faute de trouver des articles suffisamment intéressants, suffisamment forts pour que nous jugions utile ou souhaitable de faire un dossier sur le sujet. S'il y a un sujet qui revient régulièrement dans la presse, qui est le déclin du français. D'ailleurs, quand vous tapez francophonie sur le site de Courrier International, dans le moteur de recherche, l'un des premiers articles sur lequel vous tombez, il est titré ainsi « Pourquoi je ne laisserai pas mes enfants apprendre le français ?» Donc c'est un article qui est paru dans un journal britannique, un hebdomadaire conservateur qui s'appelle The Spectator. Je vous en recommande la lecture parce qu'il est très révélateur du regard qui peut être porté de l'extérieur sur la francophonie. Une francophonie qui, au passage, dans cet article, ne prend pas du tout en compte ni le Québec, ni la Belgique, ni la Suisse. Voilà juste le chapeau de cet article. Si le français est la langue des droits de l'homme, elle est aussi la raison de l'échec de nombreux pays africains, estime le journaliste qui signe cet article. La mainmise linguistique se traduit bien souvent par une influence politique et militaire désastreuse. Donc quand on pense francophonie et quand on est un conservateur britannique, voilà ce qu'on pense. Bon, je vous cite aussi rapidement dans les archives de Courrier, les archives récentes, un article de Sud Quotidien du Sénégal, donc, qui date d'octobre 2012, titré « La langue anglaise doit s'imposer », qui considère quand même que la langue anglaise doit être la deuxième langue, mais juste une phrase de cet article. La francophonie, l'anglais, aussi bien dans l'éducation que dans la production audiovisuelle de notre pays, doit être promu. Il faut inciter les médias à créer des magazines qui promeuvent la langue anglaise et la culture qu'elle véhicule. Cela donnerait à notre jeunesse plus d'opportunités dans ce monde, plus que jamais dominé par la compétitivité. Alors, tout ça m'amène à parler de la sphère médiatique commune. Par sphère médiatique, j'entends tout ce par quoi passe aujourd'hui l'information. Ce ne sont pas seulement, et ce sont même de moins en moins, les journaux papier, les quotidiens. Moi, j'ai 2 filles de 20 et 16 ans et je sais qu'elles n'achèteront jamais de leur vie un quotidien ou un hebdomadaire d'information générale. Sont donc essentiellement les autres moyens d'information, donc la télévision, mais dont on sait, en tout cas de ce côté du monde, qu'elle est de plus en plus boudée par les jeunes au profit d'Internet, qui est aujourd'hui évidemment le lieu du grand tout, pourrait-on dire. Alors, avant de passer à ce qui peut créer un espace médiatique commun, peut-être juste un tout petit coup de projecteur sur un autre espace médiatique qui est par exemple l'espace médiatique européen. Il y a une Union européenne, il y a une communauté européenne. Est-ce qu'il y a un espace médiatique européen ? La réponse, c'est que cet espace médiatique européen, en fait, il est faible. J'entends par là des médias qui ne sont pas centrés sur un pays, mais qui sont multilingues et qui s'adressent à l'ensemble des pays européens, ou au moins à une grande partie. Alors si vous tapez sur Wikipédia « médias européens », vous tombez sur une liste de quelques sites qui sont des médias européens, Euractiv, Euro du Village, Café Babel, EU Observer, Europe Today, Eurotopic, European Voice, My Europe Info, mais c'est un secteur, comme le dit l'article de Wikipédia, qui est caractérisé par une très forte atomicité. Ce sont des médias qui sont petits. Café Babel, qui est l'un des plus importants, revendique 300 000 visites par mois, ce qui reste malgré tout modeste. Et juste un mot de Presse Europe, qui était aussi l'un des piliers de cet espace médiatique commun européen. Presse Europe, qui était un site en 10 langues, financé par la Commission européenne, par la direction de la communication, opéré par Courrier International avec un média italien, espagnol et polonais. Au bout de 5 ans, la Commission a dit « Ah ben non, on ne fait pas de nouvel appel d'offres ».
La Commission était la seule source de financement de Presse Europe, 2,5 millions d'euros par an. Au bout de 5 ans, donc en septembre dernier, alors que se profilaient des élections européennes, donc un moment quand même fort et intense normalement de la vie de l'Union européenne, la Commission européenne décide d'arrêter. Donc Presse Europe a mis la clé sous la porte. Bon, accessoirement, ça fait 10 personnes à la rue, mais c'est pas grave. Presse Europe vit encore aujourd'hui. Hein, les journalistes qui s'en occupaient continuent à l'alimenter. C'est sous le titre de Vox Europe aujourd'hui. Mais ils font ça bénévolement. Ils ne sont pas du tout payés pour ce faire, en espérant que ce site pourra revivre un jour en cherchant des fonds ailleurs. Le problème de trouver des fonds ailleurs étant que, en tout cas, c'est ce qu'avait dit Le Monde, qui est propriétaire de Courrier International, donc de Presse Europe à l'époque, il n'y a pas de marché publicitaire transnational. Au niveau européen, il n'y a pas un marché publicitaire. Les marques achètent de la publicité pays par pays. Donc, c'était la raison pour laquelle on ne pouvait pas trouver des financements ailleurs. C'est peut-être aussi un des problèmes auxquels seraient confrontés des médias francophones. Et un mot de Courrier International aussi, donc Courrier International que Jean Tardif a présenté gentiment comme une expérience forte de francophonie, bien que destinée quand même majoritairement à un public francophone. Courrier International, donc, qui présente en français des articles issus de la presse mondiale. C'est pas une revue de presse, hein, c'est un journal d'information fait uniquement à partir de la presse internationale. Courrier International ne va pas très fort. Alors, bon, il n'est pas non plus à l'agonie, contrairement à ce que Jean pouvait presque laisser entendre. Je vous rassure, vous pouvez encore le trouver dans les kiosques. On peut toujours invoquer les raisons habituelles qui sont effectivement la désaffection du lectorat, qui sont la baisse de la qualité et de l'originalité du journal. En fait, il faut savoir, quand on parle d'espace médiatique, qu'un journal ou un site ou ce qu'on veut, c'est quelque chose de fragile, c'est un équilibre, c'est un esprit, ça repose sur 1, 2, 3 personnes et il suffit que quelque chose change pour que la mécanique se dérègle vite, parce que ce sont des entreprises qui ont de toute façon des rentabilités extrêmement faibles quand elles ne sont pas négatives, et donc très très fragiles, je vous le redis. Alors, juste, on peut dire un mot de TV5 Monde aussi, qui semble être le média global par excellence. Alors, mais il faut reconnaître qu'en France, toujours, TV5 est peu regardé. C'est vraiment, quand on parle de TV5, on entend toujours dire, de toute façon, c'est essentiellement des rediffusions, et c'est de fait essentiellement considéré comme un média destiné aux Français de l'étranger et aux parlants français d'ailleurs. Alors, des propositions pour un espace médiatique commun, ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup. Ça sera court. C'est évidemment la partie la plus difficile de l'exercice. Bon, l'augmentation numérique des francophones, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous signale quand même une tribune qui est parue dans Le Monde qui disait « La francophonie est l'avenir des médias français » sur la base de cette prévision d'augmentation numérique du nombre de francophones à 700 millions en 2050. Bon, ça a été battu en brèche largement, j'y reviens pas. Se poser la question d'un espace médiatique commun, c'est évidemment se poser la question du public. Le problème étant qu'il n'y a pas aujourd'hui un public, mais qu'il y a des publics qui ne parlent d'ailleurs pas tous le même français. Alors, il s'agit de trouver des ponts, mais comment entre des ponts qui unissent les Québécois aux Congolais, les Belges aux Vietnamiens, les Tunisiens aux Ivoiriens, etc. Alors, la vraie question, c'est, pour toucher ces publics et pour les toucher largement, qui bouge, qui investit et qui paye aussi. On n'a pas parlé du tout, je pense, ou très peu d'acteurs privés qui pourraient intervenir dans le secteur, mais ça serait intéressant de demander aux acteurs du secteur, aux producteurs de contenu, par exemple, qui ont une puissance suffisante pour proposer des programmes, Vivendi, Canal+, TF1, Lagardère ou leurs équivalents au Québec, en Belgique ou en Suisse. À partir de quand verront-ils un marché dans la francophonie? À partir de quand verront-ils la possibilité de créer des contenus médiatiques et culturels intéressant les francophones partout dans le monde? Je pense que ça serait bien effectivement de leur poser la question. Alors si on s'intéresse spécifiquement aux médias, c'est Internet qui est évidemment le média privilégié, mais qui aujourd'hui donc serait prêt à investir dans un site réellement francophone, en réseau, qui s'adresserait à tous les francophones, et pour y mettre quoi? Bon, il n'y a évidemment pas de réponse miracle à cette question. Il n'y a pas de business plan pour ça. Il faut avoir une envie, il faut avoir
certainement une poignée de gens follement motivés, une OIF dans laquelle on est foi, pardon pour le jeu de mots, une OIF qui soit prête à soutenir les initiatives émergentes, voire à les susciter. Pourquoi ne pas, par exemple, créer un site qui s'appellerait Cacophonie ? Je pense qu'il faut revendiquer en fait qu'au sein de la francophonie, tout le monde ne parle pas d'une même voix, que la francophonie est une multitude bruissante. Merci beaucoup, Odile, d'avoir osé poser ces questions-là, qui sont des questions fondamentales pour l'avenir. Du moins, si on ne considère pas que la francophonie se réduit encore une fois à l'addition d'un nombre de locuteurs, est-ce qu'on peut créer une francophonie réelle entre des gens qui ne se connaissent pas? C'est la même question que pour l'Europe. Et est-ce qu'ils peuvent se connaître sans espace médiatique commun? Alors, autre question qui sera posée aussi à Christian Rioux, qui est le chroniqueur correspondant à Paris du petit journal montréalais Le Devoir, petit par la diffusion, mais très influent, et l'un de ceux qui, dans la crise médiatique actuelle, réussit à tirer son épingle du jeu par sa qualité. Et Christian Rioux, qui est le chroniqueur, a le mérite, à mes yeux, d'aborder souvent de façon comparative des questions qui pourraient faire rougir les sociologues et les politologues. Alors, je suis sûr qu'il pourra aussi se demander, est-ce qu'il est possible d'avoir un espace médiatique commun, à quelles conditions? Bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. Comme on nous a demandé d'être court, j'avais supprimé les 2 premières pages de mon intervention en me disant tout le monde sait ça, mais en écoutant ma collègue, je vais devoir les ramener dans le jeu parce que plutôt que de considérer qu'il n'y a pas d'espace médiatique francophone commun aux francophones dans le monde, je pense, moi, qu'il y en a un. Et que si on veut construire quelque chose, il va falloir construire à partir de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui existe déjà. On lit Dany Laferrière à Paris, en France, on le lit dans toute la francophonie, on achète Paris Match à Montréal, des éditions même particulières. On écoute Un garçon, une fille à la télévision française. Ce sont des scénettes réalisées par un auteur québécois. Et Stromae, on en a parlé tout à l'heure, a fait un triomphe, mais un triomphe absolument incroyable. J'ai assez rarement vu ça depuis plusieurs années. Aux Francophonies de Montréal, avant-hier, à peine. Il n'était pas qu'en tournée aux États-Unis, il était en tournée au Québec. Donc l'espace médiatique, il n'est pas un espace médiatique où on s'assoit à 5 ou à 10 ou à 20 autour d'une table et où on décide de ce qu'on met dans notre journal, mais il y a un espace médiatique commun aux francophones et la culture francophone circule entre nos pays. Elle circule et elle circule souvent très bien de façon intéressante. Ça ne devrait pas nous amener à brosser un tableau idyllique de la situation. Et sous peine de revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites un peu plus tôt ce matin, je soulignerai, moi, 3 faiblesses qui ont des effets importants dans le domaine des médias, dans le domaine du travail que nous faisons pour essayer de nous adresser justement plus largement aux francophones. La première situation, on l'a dit, c'est cette espèce de vision idyllique qu'on a véhiculée depuis un certain nombre d'années de ce qui allait se passer en Afrique. Hein? D'ici 2050, 700 millions, 800 millions, les chiffres varient. Les journalistes ne sont pas trop bons des fois avec les chiffres, ils sont pas trop systématiques. De francophones un peu partout. Comme s'il y avait une espèce de poudre de perlimpinpin, hein, de potion magique qui allait tout à coup faire exploser la francophonie dans le monde. On l'a dit, ces chiffres-là seront des prévisions, c'est le scénario, je dirais, positif de ce qui pourrait arriver dans la francophonie, en autant, évidemment, qu'on développe l'alphabétisation, qu'on développe la scolarisation, qu'on se donne aussi des médias francophones qui vont intéresser les gens. Et puis, tenons compte du fait que nous voulons en même temps développer l'Afrique. Nous voulons en même temps la croissance économique en Afrique. Or, plus l'Afrique va croître, moins elle va faire d'enfants.
Alors, soyons clairs, nous creusons notre tombe si nous voulons développer la richesse en Afrique. Ceci dit, je suis partant pour développer la richesse en Afrique, quitte à ce que ça doive nous retirer un certain nombre de locuteurs francophones. La deuxième faiblesse, moi, je la constate à tous les jours. C'est celle qui m'éclate, je dirais, aux yeux à peu près quotidiennement. Et je dirais de plus en plus, avec les années qui passent, ça fait 20 ans que je suis correspondant du journal Le Devoir à Paris, c'est la France. La France ne se considère pas comme francophone et j'ai l'impression qu'elle se considère de moins en moins francophone dans l'environnement qui est le sien et qui est le nôtre aujourd'hui. J'ai longtemps tenté d'excuser la France par toutes sortes d'arguments. Vous savez, les Québécois, quand ils viennent en France, ils ne trouvent pas les Français très francophones. Et donc, j'ai longtemps tenté de les excuser en leur disant, regardez, c'est des modes, ça concerne une petite élite qui est anglophile. Je pense que depuis un certain nombre d'années, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Moi, je vois, vous savez, nous, les Québécois, on est aux avant-postes dans ce domaine-là. Hein, l'anglophonie, on est à 20 km des États-Unis. Je vois aujourd'hui arriver, par exemple, des anglicismes que je connais bien parce qu'on les pratique chez nous ou on essaie de les combattre chez nous. Et je les vois aujourd'hui arriver dans le journal télévisé, je les vois arriver dans les informations. Donc je vois cette espèce d'envahissement. Je ne veux pas être catastrophiste sur cette question-là, mais je pense que c'est une situation grave, c'est une situation sérieuse et il ne se passera rien dans la francophonie si la France, qui est le pays où il y a des francophones de langue maternelle française, ne fait rien et ne se considère pas ouvertement un jour comme francophone. Clairement, il ne pose pas des gestes dans ce sens-là. Alors ça c'est très clair, hein, il ne se passera rien si on ne fait pas ça. La troisième chose le troisième élément dont je voudrais parler, c'est les jeunes. On parle beaucoup d'Internet, on parle beaucoup des médias, de ce qu'on appelle les médias sociaux par une espèce d'expression un peu étrange, à mon avis, un peu bizarre, Twitter, Facebook. Mais je pense qu'il faut considérer, et quand on parle des médias, quand on parle de même créer des médias francophones, diffuser des médias francophones, il faut bien comprendre comment la jeunesse, je pense, aujourd'hui, est devenue l'objet d'un combat. D'un vrai combat, de ce que j'appellerais un combat titan à l'échelle mondiale. Ces jeunes sont aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler, moi, ce que j'appelle en tout cas, la chair à canon d'une nouvelle grande guerre. Hein. Pas celle dont nous commémorons le centenaire, mais celle qui se livre sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, mais aussi dans le cinéma, à la télévision, sur YouTube. Une grande guerre pour le contrôle des jeunes esprits. Les grands monopoles médiatiques ont compris qu'il fallait implanter des habitudes médiatiques très tôt. Très jeunes, et que ces habitudes avaient, quand elles s'implantaient jeunes, une garantie de pouvoir se reproduire, se répéter par la suite. Hein. Il y a de grandes enquêtes, par exemple, sur les quotidiens qui montrent que quand on commence à lire un quotidien jeune, on a en général de bonnes chances de le lire jusqu'à 75 ans ou 85 ans parce qu'on vit de plus en plus vieux. Et je pense que les grandes entreprises qui convoitent ce marché, parce que c'est vraiment un marché, c'est un marché extraordinaire, immense. Les grandes entreprises qui convoitent ce marché ont compris ça et sont en train d'installer aujourd'hui des habitudes de consommation, des habitudes de lecture, des habitudes concernant l'information. Et on a tendance à penser que tout ça, c'est nouveau, c'est récent, mais l'Internet, ça a quand même déjà 20 ans. Donc, il y a des habitudes qui se sont créées, qui existent aujourd'hui, qui sont en train de se créer au moment où on se parle. Alors, tout ça pour dire que même si je pense qu'il y a un espace médiatique francophone, que la culture en français circule, et circule souvent très bien, je crois qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Nous ne sommes pas, je dirais, dans une période faste, ni pour la francophonie, ni pour la langue française d'un côté, ni pour les médias non plus. Parce que les médias sont en pleine révolution, sont en pleine transformation, et les meilleurs médias, je dirais, on donnait l'exemple de Courrier International, aujourd'hui sont très inquiets concernant leur avenir. Même au Québec, hein, nous, on est considéré comme le village gaulois en général, mais même au Québec, ça, comme on dit chez nous, ça branle dans le manche concernant le français. Une des grandes mesures politiques
du nouveau gouvernement qui a remporté les élections au Québec, ça sera d'instaurer une 6e année bilingue, hein, anglaise-française, au Québec, chez nous, là, où on a l'habitude, nous, de dire l'anglais, on ne l'apprend pas, on l'attrape. Hein? C'est la formule habituelle qu'on utilise chez nous. Eh bien, même chez nous, cette offensive, elle est prégnante, elle est visible. Je le dis sans vouloir agresser personne, mais à la remise des prix à Cannes cette année, le seul francophone qui s'est exprimé en anglais, le seul lauréat francophone qui s'est exprimé en anglais, c'est Xavier Dolan, le Québécois Xavier Dolan, qui a fait la moitié de son intervention en anglais. Donc, je le dis pour mes amis français, ne considérez pas que nous sommes toujours ce petit village gaulois qui va réussir à battre les Romains. Exemple médiatique, exemple dans le domaine des médias, un grand journal comme La Presse, par exemple, à Montréal, qui est notre grand concurrent, qui est le grand journal populaire publié au Québec, n'a plus aujourd'hui de correspondant permanent à Paris. C'est une espèce de rotation où les gens viennent de temps en temps, mais il n'y a plus vraiment un correspondant permanent à Paris, donc capable d'expliquer aux Québécois la politique française, ses enjeux, mais plus que ça aussi, la place qu'elle occupe, de couvrir la culture française de façon un peu systématique. Donc, les choses ne vont pas nécessairement bien. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des médias et j'ai l'impression donc qu'avant de se lancer dans des nouveaux projets, là, avant de tirer des plans sur la comète, là, il faudrait peut-être songer à mieux utiliser ce que nous avons déjà. Et comme Québécois, j'ai toujours été, et c'est la réaction des Québécois quand ils ouvrent la télévision en France, on est toujours un peu surpris, nous les Québécois, de voir le peu de diffusion qu'a TV5 en France. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par améliorer la diffusion de TV5 en France. TV5 est une grande réussite de la francophonie. Je pense qu'il faut le dire. Hein. C'est une très, très grande réussite de la francophonie. C'est peut-être même sa plus grande réussite concrète hein, aujourd'hui de la francophonie. Je pense incompréhensible que TV5 ne soit pas sur la TNT aujourd'hui. Il semble que ce soit une question d'argent, une question d'un certain nombre de millions. Ça n'a aucun sens que les Français n'aient pas accès à TV5, comme les Québécois ont accès à TV5 chez eux, parce que, bon, la situation est différente chez nous, parce qu'on a le câble en général. Donc, les gens... Mais TV5 est sur tous les câbles, sur tous les réseaux câblés chez nous. En France, TV5 devrait nécessairement, je pense, être sur la TNT. À TV5 aussi, je crois qu'il devrait y avoir... place pour plus de mélange et plus de mixité francophone. On le dit souvent, TV5 se contente de faire des rediffusions. Comment expliquer? Je prends 2 exemples. Comment expliquer, par exemple, que des séries québécoises aussi bonnes que Minuit le soir ou 19-2, qui sont des séries extraordinaires, très, 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 très bien faites, très, très bien réalisées, a été aussi mal diffusée en France, à des heures absolument impossibles. Ça commence à minuit, il faut vraiment être insomniaque pour écouter ce genre de choses. Et à l'inverse, parce que nous non plus, on n'est pas innocent là-dedans, une série, par exemple, française, tout à fait extraordinaire, comme Ainsi soit-il, qui portait sur des jeunes séminaristes, un sujet tout à fait improbable, mais qui a été traité de façon tout à fait extraordinaire. Eh bien, cette série-là est passée au Québec au mois de juillet, en pleine vacances, en plein milieu des vacances, pour boucher un trou, alors qu'elle était tout à fait extraordinaire. Et là, je pense qu'il y a des gens à qui il faut parler pour ce genre de choses-là. Il y a des responsabilités qui ne sont pas assumées. TV5 a pour mission de diffuser la culture francophone. Elle n'a pas pour mission de reléguer des émissions qui sont des émissions de qualité, qui sont des émissions de très, 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 très bon niveau à des heures comme celle-là. Je fais partie de ceux qui ont toujours déploré que la France ait choisi de se lancer dans l'aventure de France 24 au lieu de faire un TV5 Info. Je persiste, je signe, je persiste à le dire. Ceci dit, France 24 est là.
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne penserait pas à un rapprochement, c'est-à-dire à francophoniser, pardonnez-moi l'expression, à francophoniser un peu France 24, à faire en sorte que cette chaîne qui est là probablement pour durer, pour exister, c'est un fait aujourd'hui, pourquoi cette chaîne-là ne serait pas aujourd'hui de plus en plus francophone? D'ailleurs, je pense que aussi, si la priorité de TV5 est en Afrique, il serait peut-être temps à songer à un véritable TV5 Afrique. Et moi, je soutiens très, très fortement le projet d'une chaîne jeunesse de TV5 en Afrique, en autant évidemment que cette chaîne jeunesse soit une chaîne qui va puiser évidemment dans l'ensemble de la production des pays francophones dans le domaine de la jeunesse, parce que les émissions jeunesse, c'est à la fois un point très fort au Canada, en particulier au Québec, et c'est, je pense, aussi un point fort en France aussi. On fait un autre type de télévision pour les jeunes et pour les enfants dans le monde francophone. Et ça, c'est marquant. En tout cas, quand vous regardez les émissions américaines ou même canadiennes-anglaises, vous voyez la différence. Elle est absolument évidente. Je trouve aussi qu'il faut miser, je dirais, sur la qualité. En francophonie, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas énormément d'argent, il faut miser sur la qualité. Et je pense que les médias, dans la révolution qui s'en vient, la révolution technologique qui s'en vient, les médias qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les médias de qualité. Nous, on le voit au Québec, on a nos difficultés financières, mais pour l'instant, un petit journal comme Le Devoir s'est plutôt bien sorti de la situation, alors que de grands médias, par exemple comme la presse, ont dépensé des millions et pour un avenir relativement incertain. Hein, on peut se noyer aussi dans le cyberespace. Et il me semble que la francophonie aurait intérêt à faire circuler, à faire se rencontrer ces journaux-là, ces médias de qualité. La francophonie aurait intérêt à miser sur ça, à faire se rencontrer ces médias de qualité, des gens de l'Orient le jour, des gens de Courrier international, des gens du Devoir, à faire circuler les journalistes aussi, possiblement par un système de bourse, par exemple. Pourquoi pas une journée de la presse francophone. La journée de la presse en France, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien dans les écoles. J'ai eu à y participer moi-même. Et pourquoi ce n'est pas une journée de la presse francophone? Et pourquoi ça ne se fait pas dans toute la francophonie? Cette journée de la presse francophone dans les écoles, on le dit, les habitudes se prennent tôt. Je souligne un trou au Québec. On n'a plus de radio culturelle, nous, au Québec, parce que Radio-Canada a saccagé la radio culturelle qu'il avait, l'a simplement vidée. Or, la France a une espèce de joyau qui s'appelle France Culture, qui est un véritable joyau que les Québécois sont obligés d'écouter sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à des déclinaisons par région, à partir de médias existants, pour faire en sorte, et je suis sûr que le besoin qu'on a, nous, au Québec, de ce côté-là, il n'est pas le seul. Ce besoin, il existe ailleurs, j'en suis absolument convaincu. Alors, je termine en disant que à mon avis, dans la période qui s'en vient, on est face à une période où il va se produire des chamboulements, des transformations extrêmement importantes dans les médias. On ne sait pas, moi je ne sais pas demain à quoi ressemblera mon journal, on ne sait pas à quoi ressemblera Courrier international demain, mais je pense que dans une situation comme celle-là, il faut que la francophonie mise sur la qualité. Et la qualité, elle, je pense, surnagera toujours. Et c'est ça qui va surnager, c'est ça qui va survivre. Et si la francophonie a quelque chose à faire dans les médias, elle doit miser sur la qualité. Les tuyaux, c'est secondaire. Ça passera dans les tuyaux qu'il faudra. Ça sera sur du papier ou ça sera sur des écrans. Ça sera autrement, en 3 dimensions s'il le faut. Ça sera comme il faudra. Mais en misant sur la qualité, je pense que c'est comme ça qu'on se trompe, en tout cas le moins, même si personne n'a de boule de cristal. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Christian. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de questions qui pourraient être soulevées. Moi, j'ai apprécié la façon pragmatique dont nos 2 orateurs ont abordé cette question-là très importante. Et j'allais dire, oui, de façon pragmatique, augmentons toute la diffusion des médias existants autant que possible, oui.
Mais deuxièmement, ça ne fait pas un espace médiatique commun. Et moi, je crois qu'un espace médiatique commun il doit être conçu autrement que sur le centre rediffusion, que sur le modèle rediffusion centre-périphérie. Il faut que les parlants français se voient, s'entendent, se lisent les uns les autres. Et sur la base des propositions qui ont été évoquées, il me semble que là, il y a un terrain intéressant. Et je suis sûr que les articles qui seront publiés dans la revue par nos deux communicateurs permettront d'amorcer une composante du projet francophone là-dessus. Merci beaucoup aux deux. Et je cède la parole avec le retard, mais je pense qu'on a essayé de respecter notre temps. Merci.